Bonjour à toutes et tous. Bonjour Karen, bonjour David, bonjour Jérôme Bonjour. 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 et bienvenue dans ce nouveau webinaire du printemps de la formation. Aujourd'hui, on va parler d'engagement des salariés en formation, qui est toujours l'un des enjeux principaux d'année en année des services RH et formation. Avant qu'on démarre, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner. Alors pour celles et ceux pour qui c'est le premier webinaire dans le cadre du printemps ou sur l'outil Livestorm en tout cas, vous avez un outil qui s'appelle Livestorm qu'on utilise. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que vous avez en bas à droite de votre écran plusieurs boutons. Celui du chat pour se dire bonjour les uns les autres et partager entre vous. Vous commencez déjà à vous saluer, sachant que vous êtes beaucoup. Et on a combien je vous disais, 1469 inscrits. Donc, il va y avoir du monde. Ce pourquoi je vous demande comme toujours de réserver vos questions dans l'onglet questions, parce qu'on va avoir un bon temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire, avant une démo. Et donc, ça permettra de voter pour les questions qui vous intéressent le plus et de trier, parce que quand vous êtes nombreux, on n'a pas toujours le temps de répondre à 100% de vos questions. Vous recevrez évidemment le replay, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, d'un email de Livestorm, et vous recevrez plus globalement un email ce soir, puisque dans le cadre du printemps de la formation, vous recevez un email par jour avec les replays des webinaires et toutes les ressources complémentaires qu'on va aborder aujourd'hui ou que vous ont préparé, notamment Spix. Il y a pas mal de ressources autour de l'engagement en formation. Et vous aurez également accès à la vidéo du jour où vous avez 4 responsables formation qui témoignent de leur stratégie et bonnes pratiques d'engagement en formation. Donc vous aurez le retour d'expérience de Jonathan Potier de la société AG6, de Jonathan Goldfarb du groupe Synergie, de Karine Letellier qui fait partie de Harmonie Mutuelle et de Nolwenn Lejean de la branche AXA Climate. Donc vous aurez des regards croisés complémentaires de ce qu'on va apporter aujourd'hui. Et vous aurez les retours aussi de notre enquête dont je vais vous parler tout à l'heure et les liens pour vous inscrire au dernier webinaire qui aura lieu demain sur la réglementation et le financement de la formation professionnelle. Voilà pour les quelques explications de l'outil et du printemps de la formation. On va passer aux présentations avant d'entrer dans le vif du sujet. On va faire un petit tour de table de présentation. Karen, je te laisse commencer par te présenter. Merci Pierre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Karen Bernard, Senior Key Account Manager, donc en français, je dirais responsable grand compte, et je m'occupe du développement commercial au sein de Spix depuis plus d'1 an, avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du développement commercial et particulièrement dans le domaine des ressources humaines et de la formation. Merci à Jérôme, à David et à toi Pierre pour cette opportunité aujourd'hui. Merci Karen. Jérôme, tu te présentes ? Avec plaisir. Donc moi, c'est Jérôme Pesanti. Je suis chef de projet formation au sein du groupe FDJ depuis 6 ans. Globalement, j'accompagne les collaborateurs dans leur montée en compétences et les accompagne au niveau de leur formation. David, à toi de te présenter. Donc bonjour à tous, moi c'est David Bécher, donc Client Success Manager, donc un peu chef de projet, on va dire en français. Donc moi j'accompagne les clients dans le déploiement des formations en langue, donc sur la partie opérationnelle. Et donc je suis aujourd'hui ici parce que j'accompagne Jérôme dans le déploiement de la campagne langue chez FDJ. Merci. Et puis moi je m'appelle Pierre. Si vous suivez le printemps, je me suis déjà présenté plein de fois, donc je vais faire très court. Ma spécialité, c'est de faire une veille sur les évolutions de la formation et des RH, les restituer dans des événements comme ça, entouré d'experts et de témoignages d'entreprises. Donc là aujourd'hui, c'est génial parce qu'on a et 2 experts côté Spix et Jérôme qui est un praticien qui va nous parler de la réalité terrain de son entreprise et de ses enjeux. Donc je vais animer ça et puis je vais moi aussi vous partager ce que j'ai appris en interviewant des responsables formation, spécifiquement sur le sujet de l'engagement en formation. Et donc, on va présenter nos structures respectives. Aujourd'hui, on va être donc avec Karen et Jérôme pour animer le webinaire. Et à partir de midi, on aura David qui reviendra pour nous faire une démo de Spix pour celles et ceux qui veulent voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et il y aura aussi un petit temps de questions-réponses. Donc, de midi à midi 15, on aura une démo Spix. Et avant, ça va être le webinaire avec les questions-réponses. Je vais vous présenter moi aussi très rapidement Youno, parce que vous avez dû voir déjà notre présentation. En résumé, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On développe les compétences de vos équipes via des formations qui sont 100% à distance. On fait un peu de présentiel en intra, mais notre spécialité, c'est le distanciel, dans des parcours qui sont mixtes ou 100% live. Et ça, on le fait sur environ 150 formations, notamment dans
nos 3 domaines de spécialité qui sont l'efficacité professionnelle et le management. Et depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, sur l'impact des IA génératives, sur les compétences, les métiers et le travail au quotidien. On a créé la première gamme de formation aux IA génératives en mars de l'année dernière et aujourd'hui, c'est devenu l'une de nos 3 principales gammes, tant il y a de besoins aujourd'hui de formation un petit peu dans tous les domaines. Donc avec plaisir pour en reparler si vous avez des questions là-dessus. Et on va passer à la présentation du groupe FDJ. Bonjour à tous. Donc, du coup, le groupe FDJ, comme vous le savez sûrement, nous sommes la loterie française. Donc, nous sommes numéro 1 sur le marché de la loterie et des paris sportifs en France, numéro 2 au niveau européen et numéro 4 au niveau mondial. On a 3 grandes gammes, on va dire, de jeux, les jeux de tirage, les jeux instantanés, les paris sportifs. Et nous développons également d'autres gammes un peu annexes comme les paiements et services. Passer à l'autre slide. Donc, pour vous parler aussi un peu plus et ce qui nous intéresse du côté RH, on est à peu près 3000 collaborateurs, majoritairement en France, mais on a aussi des collaborateurs à l'étranger. Et on a vraiment un taux d'engagement de 89 sur 100, 89%. On a des collaborateurs qui sont attachés au groupe à 92%. Et notre pourcentage de masse salariale dédié à la formation que je n'ai pas mis là est d'environ 3,80%. Ok, merci pour ces chiffres. Et 3,80%, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, donc bravo pour ça. Merci. Karen, tu nous présentes Spix. Oui, merci beaucoup. Alors Spix, qui est un spécialiste international du développement des formations linguistiques. Alors ce n'est ni une start-up ni une scale-up, c'est une société qui est présente sur le marché depuis plus de 20 ans, qui a encore au board, et ça c'est important de souligner dans le contexte aujourd'hui, les fondateurs majoritaires. Et notre cœur métier, c'est d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, pour développer les compétences en langue. Et depuis quelque temps, nous travaillons aussi sur l'accompagnement à travers le coaching, le business coaching, le coaching professionnel sur la partie soft skills. Aujourd'hui, c'est plus de millions d'utilisateurs, de 8 millions d'utilisateurs et des entreprises en France et à l'international qui nous suivent. On est à plus de 1500 organisations. On a des bureaux en Chine, on a des bureaux en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Notre siège est à Munich, en Allemagne. Et nous sommes très fiers d'avoir plus de 35 nationalités à bord, ce qui implique aussi que nous pratiquons nous-mêmes une langue corporate et que nous devons aussi monter en compétences. Et ça, c'est très important parce qu'on vit ce que l'on vend à travers la plateforme Spix. Et c'est vrai que les chiffres 2023 montrent une belle croissance avec plus de 220 000 classes virtuelles puisque nous sommes une plateforme 100% online. Juste, voilà, quelques visuels pour vous dire qu'évidemment, chez Spix, on va travailler les fondamentaux. Après avoir réalisé les évaluations de chaque apprenant, c'est mandatory, les évaluations qui permettent d'avoir le niveau réel du collaborateur pour détecter ses besoins, ses centres d'intérêt et construire des parcours pédagogiques totalement sur mesure qui vont créer un engagement, ce qui est notre sujet aujourd'hui, à la fois sur les exercices, à la fois sur tous les tools que nous avons, pratiques quotidiennes, classes virtuelles en groupe et bien d'autres sujets que David va vous présenter. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous restituer, vous avez été très nombreux à répondre à l'enquête du printemps de la formation et on a posé des questions autour de l'engagement et de la place de la mise en pratique. Donc, j'ai pris les réponses de 627 personnes qui sont des fonctions RH et formation qui ont répondu entre février et avril. Donc, on a de la donnée récente et objective. Et première bonne nouvelle, c'est que la place que vous accordez à la mise en pratique dans les formations dans vos entreprises est en moyenne de 57%. C'est un chiffre qui augmente chaque année. Moi, j'ai l'impression que la moyenne vraiment nationale, elle est encore inférieure à ça, mais on est à plus de la moitié donc des parcours de formation qui sont dédiés à la mise en pratique. On va voir à quel point c'est important dans la place de l'engagement, mais ça nous permet d'avoir un chiffre sur lequel se baser. Et puis, deuxième question, on vous a posé, comme on fait chaque année, quels sont vos principaux leviers d'action pour justement booster l'engagement des collaborateurs en formation. Et il y a une petite évolution.
Alors, premier point, celui-là sans surprise, c'est l'implication des managers. On va beaucoup vous en parler, donc je ne le détaille pas plus maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour vous, parce que quand je pose les questions de comment vous faites, vous nous dites, bon, bah, déjà, il faut que j'arrive à trouver du temps, mais quand j'arrive à impliquer les managers, c'est comme ça que j'engage beaucoup plus efficacement mes collaborateurs en formation. Deuxième point, l'accompagnement par l'équipe RH et l'équipe formation. Et en général, vous nous faites les mêmes retours, vous dites, bah, c'est très efficace, mais je manque de temps pour accompagner tous les collaborateurs qui ont énormément d'actions de formation à suivre, et dans le service RH et formation, on n'est pas assez. On aimerait avoir beaucoup plus de temps. Par contre, c'est très efficace. La com interne, c'est le marketing de la formation notamment. On va vous donner pas mal d'exemples, donc j'entre pas dans plus de détails, c'est une évidence. La petite nouveauté, c'est l'implication de la direction, parce que même pour des projets qui sont moins stratégiques, aujourd'hui, vous êtes plus nombreux et nombreuses à remonter à quel point vous demandez à la direction de s'impliquer pour valoriser les actions de formation que vous avez en interne. Il remontait souvent dans les enjeux, mais il n'arrivait pas en tête. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Et enfin, le grand classique qui est plus transversal, qui est la culture d'entreprise apprenante. Là aussi, on vous donnera des exemples pour voir comment vous mettez vos salariés dans des démarches proactives pour avoir un rapport différent à l'apprentissage. Donc ça, c'est un peu... je vous le présente comme ça pour que vous puissiez en faire une checklist de aujourd'hui, si je veux optimiser l'engagement de mes collaborateurs, est-ce que j'implique suffisamment mes managers? Est-ce que j'accompagne suffisamment les salariés? Quelle est la place de la communication interne, de la direction, et quels sont les leviers d'entreprise apprenante que je peux mobiliser à cette fin? Et on va illustrer tout ça avec beaucoup d'exemples avec Karen et Jérôme. Donc pour faire ça, on vous a préparé une structure d'intervention en 5 parties. Donc on va déjà parler de l'engagement tout court. Ensuite, on verra comment les managers et RH peuvent accompagner les collaborateurs avant, pendant et après les formations. Plus globalement, comment est-ce qu'on engage dans un parcours global? Qu'est-ce qui se passe après la formation? Et les spécificités pour les formations qui se font 100% à distance. Après, on aura une session de questions-réponses. Et puis, vous aurez la démo Speaks dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est parti. On va déjà commencer par préciser de quoi on parle. Je vois juste qu'il y a une petite question. Vous recevrez, en plus du replay, évidemment, la présentation qu'on est en train de diffuser. Première partie, l'engagement en formation. Jérôme, est-ce que tu pourrais nous définir ta vision de ce qu'est l'engagement dans une formation? Oui, avec plaisir. Alors pour moi, l'engagement à une formation, c'est réellement l'implication qu'a l'apprenant, le collaborateur dans son apprentissage. Ça concerne ses motivations, donc pourquoi il souhaite faire cette formation, la perception qu'il a de la formation et l'utilité que ça va lui apporter. Et le dernier point, c'est réellement aussi ses besoins réels de monter en compétences. Un collaborateur, pour moi, sera engagé s'il y trouve en fait un intérêt. Ok, tu as cité des mots que cite justement dans les interviews dont je vous citais au début. On a interviewé 4 responsables formation dont vous avez les vidéos accessibles dans le cadre du printemps de la formation. Et les 4 ont cité utile, exactement comme toi. Et après, chacun à sa manière a dit pour qu'on ait une personne qui soit engagée, il faut qu'elle prenne du plaisir dans la formation. Il ne faut pas qu'on se prenne trop au sérieux en formation, sinon on a du désengagement extrêmement rapide. Et ils ont ajouté de la mise en pratique. Moi, si je devais amener des éléments complémentaires à ta définition, je dirais que une personne qui est engagée en formation, c'est une personne qu'on a réussi à rendre proactive. C'est-à-dire plutôt que de suivre un parcours de formation et les consignes qu'on donne, sur la partie collaboration, mise en pratique, poser des questions, c'est quelqu'un qui prend les devants plutôt que d'attendre qu'on lui donne la parole ou autre. C'est à ça aussi qu'on voit son engagement. Et donc, la manière dont je le définis, c'est pour se dire, demain, quelles sont les actions qui vont faire que les personnes seront proactives dans des formations. Deuxième ingrédient important, d'avoir des objectifs que la personne s'emploie à atteindre, plutôt que de suivre passivement une formation, de faire le lien avec un objectif concret. Moi, je veux progresser, par exemple, sur l'apprentissage de telle langue, sur mes techniques de conduite d'entretien parce que je suis manager ou je suis recruteur. Et puis, dernier ingrédient pour moi qui montre qu'un collaborateur est engagé dans une formation, c'est le fait qu'il teste ce qu'il apprend dans une formation directement dans sa situation de travail. Sinon, on est dans un rapport à la formation plutôt académique où on découpe
le monde de la formation et le monde du travail. Donc, quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va se tester directement, même s'il il se sent pas encore totalement compétent, ce qu'il a appris en situation de travail pour voir si ça fonctionne réellement. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour susciter cet engagement en formation, mais ce qu'on peut faire avant même que les formations démarrent. Jérôme, je te redonne la parole pour que tu nous expliques sur comment ça se passe avant les formations au sein du groupe FDJ. Alors, nous, on essaye de mettre un point d'honneur. En effet, pour nous, l'engagement, il commence même avant la formation. Il commence au moment de choisir même sa formation. Donc là, il y a tout un travail sur le marketing de la formation et de notre catalogue de formation. Il est important pour nous de bien présenter la formation, présenter les objectifs pédagogiques et ce que va réaliser le collaborateur pour qu'il puisse, et comme tu le disais Pierre, en fait, se projeter pour qu'il puisse se dire concrètement qu'est-ce que la formation va lui apporter. Donc ça, c'est dans le cadre où il choisit ses formations et il est acteur de sa formation. Dans certains cadres, et je pense que ça vous arrive aussi, il y a des formations qu'on va pousser aux collaborateurs. Nous, par exemple, on a un parcours de prise de fonction managériale. Dès qu'un collaborateur arrive au sein du groupe ou qu'il devient manager, par une mobilité interne, il est inscrit à un parcours de prise de fonction managériale. Donc là, nous, avant même la formation, 1 ou 2 mois avant qu'il commence son parcours, en fait, on va lui présenter ce parcours avec son manager, donc son N+1 et son RH terrain. L'idée, c'est vraiment de l'embarquer, de lui présenter en fait les bénéfices qu'il aura de cette formation et de pouvoir aussi répondre à toutes ces questions. C'est le même exemple qu'on a pour une de nos formations qui est stratégique pour notre fonction commerciale, qu'on lance cette année. Et dans le cadre d'une formation qu'on va lancer à l'intégralité de nos collaborateurs de notre force de vente, à peu près 400 collaborateurs, on a mis en place avec la com interne, tout un plan de communication en amont. Donc, il y aura des e-cafés découvertes de notre formation. L'objectif, c'est pareil, de présenter les objectifs pédagogiques, le déroulé de la formation et expliquer en quoi c'est important pour l'entreprise et pour les collaborateurs de faire cette formation-là. Et comme tu le disais Pierre, en effet, mettre en avant les aspects positifs et un peu le plaisir qu'ils auront à faire cette formation-là et leur dire qu'ils seront aussi plus à l'aise dans leur travail. Et ça va permettre aussi de répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir en amont de la formation. Alors, quand on échangeait sur ces sujets, Karen, elle posait une question intéressante, c'est combien de temps ça prend, à partir de quand on démarre ce travail avant même le démarrage effectif de la formation? La temporalité, voilà, pour engager. Trop tôt, c'est trop tard. Voilà, c'est des sujets, le bon timing. Où est le curseur pour vraiment commencer à communiquer? Il y aura jamais, je pense, exactement de bon curseur, mais je trouve que un mois et demi avant la formation, c'est le bon curseur. C'est pas trop tôt, comme ça le collaborateur c'est encore frais dans son esprit, et c'est pas trop tard, comme ça il a le temps de se projeter ou même de nous faire des retours. Des fois, on se rend compte qu'un collaborateur nous dise ça correspond pas à mon besoin, et comme ça nous laisse le temps d'ajuster et de proposer la bonne formation. Donc oui, je dirais entre 1 et 2 mois avant la formation. Très clair. Ok, très clair. D'autres éléments pour compléter ce que tu dis dans les bonnes pratiques. Alors, soit que j'observe dans les services formation, soit quand on a des clients qu'on accompagne côté YouKnow. Alors, c'est pas forcément pour 100% des actions de formation. Ça va dépendre de leur importance. Si on est sur des formations stratégiques et notamment sur des formations collectives. Mais dès lors que les services RH et formation ou les managers peuvent faire le lien avec la stratégie d'entreprise au global, pour redonner du sens et dire ça s'inscrit, c'est pas juste pour toi qu'on te propose cette formation et pour que tu montes en compétences, c'est parce que globalement, l'entreprise a besoin pour atteindre sa stratégie, qu'on ait tel type de compétences qui permettent de collaborer, d'être plus performant d'un point de vue technique. Alors, c'est pas toujours simple à faire, pour autant de prendre le temps de faire l'exercice, ça, c'est un vrai facteur d'engagement, de rappeler aux apprenants à quel point c'est important pour l'entreprise qui développe des savoirs et des compétences sur le sujet de la formation qu'ils sont en train de suivre. Et ça, c'est un peu plus facile de montrer quel est l'impact. Alors, sur la carrière, quand on est dans des formations courtes, c'est pas une formation de 2-3 jours en équivalent temps qui va changer un impact sur la carrière, mais de dire sur le métier,
si tu veux devenir meilleur ou si demain tu as un projet d'évolution professionnelle ou de mobilité ou autre, c'est typiquement en misant sur telle et telle compétence que tu vas pouvoir évoluer professionnellement. Et donc d'aider le collaborateur à se projeter. Souvent, quand je le dis, j'ai l'impression que c'est une évidence, mais qu'elle est très importante à rappeler parce que quand on a du recul côté service formation ou manager et qu'on a une vision un petit peu plus long terme, on oublie que c'est pas toujours évident pour les collaborateurs de mesurer à quel point ces compétences ils vont avoir un impact dans leur vie professionnelle s'ils arrivent à bien les développer. Donc je trouve que prendre ce temps, qui est juste une conversation de quelques minutes, est extrêmement important. À chaque fois que j'ai vu, ou quand moi-même en tant que RH, je l'ai fait pour les collaborateurs de Youno, j'ai vu à quel point c'était une évidence pour moi, mais ça ne l'était pas toujours pour les collaborateurs. Je me suis dit, j'ai bien fait de prendre ce temps-là. C'est aussi le rôle du manager. On en a déjà parlé dans un webinaire lundi, mais je rappelle, c'est l'un de vos 5 leviers principaux d'engagement. Et souvent, on se dit, oui, mais les managers, ils n'ont pas le temps. Mais ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour s'impliquer avant la formation. Typiquement, on prévoit un petit entretien qui peut durer une dizaine de minutes ou alors intégrer des questions dans les points hebdomadaires que font les managers avec les collaborateurs de leurs équipes pour parler notamment de quels vont être les objectifs individuels de la personne. Souvent, quand on est côté formation ou organisme de formation, on propose un programme avec des objectifs qui vont convenir à tous les participants. Mais le manager, il peut aller un peu plus loin pour dire, toi, à titre individuel, voilà les objectifs qu'on peut te fixer ou que tu peux te fixer, parce qu'on peut les co-construire. Voilà l'organisation du calendrier que je vais permettre dans l'équipe pour que tu aies vraiment le temps de suivre cette formation. Parce que s'il y a une partie qui se fait à distance, si tu as trop de travail, tu vas soit pas te connecter, soit te déconnecter, soit passer moins de temps que prévu. Et ça, c'est du désengagement en formation. Et voilà la place, pour moi, le point le plus important, que je vais te donner, moi, manager, sur ton temps de travail pour que tu mettes en pratique ce que tu es en train d'apprendre. Plutôt que d'attendre la fin de la formation, si la formation elle est étalée dans le temps, très important de dire tu as à tel endroit, sur tel projet ou sur telle plage horaire, des moments que tu peux dédier à mettre en pratique ce que tu es en train d'apprendre parce que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est pas juste en prenant de la théorie, en faisant des cas fictifs dans le cadre de formation. C'est dans la situation réelle de travail qu'on apprend le mieux et durablement. Voilà pour les quelques actions qu'on peut demander au manager. Un dernier commentaire sur cette partie, Karen ou Jérôme? Non, je trouve que la clarté, la vision, donner du sens avec des objectifs réalisables et personnels, c'est assez, en tous les cas, un levier de succès, oui, dans l'engagement, bien évidemment. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie. Je vois qu'il commence à y avoir des questions. Donc, pensez pour les questions que vous voulez qu'on adresse à les mettre dans l'onglet questions. Et on aura une grosse session de questions-réponses après nos échanges. Alors, deuxième point, et j'ai déjà commencé à en parler parce qu'en fait, ça intervient à toutes les étapes, mais ce sera un peu l'un des fils rouges qu'on a choisi, c'est l'accompagnement par les managers et par les RH. Et on va déjà commencer par voir la place que prend le manager ou le RH au moment du choix et de la validation du besoin de formation ou même plus largement, comme tu le dis bien Jérôme, du besoin de développement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne côté Française des Jeux? Oui. Alors chez nous, en fait, on a un recueil des besoins qui intervient à partir du mois de novembre pendant 2 mois, donc souvent décembre et se finit en janvier. Là, l'idée, c'est que le collaborateur, en échange avec son manager, émet les besoins dont il a besoin, j'ai envie de dire, pour en effet pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir se développer plus largement professionnellement. À la suite du recueil de ces besoins-là, l'équipe formation dont je fais partie et le RH terrain rentrent en phase d'arbitrage avec chaque manager. C'est-à-dire qu'on va nous rencontrer les managers pour valider chaque besoin. Parce que déjà, ça doit rentrer, ne nous le cachons pas, dans une enveloppe budgétaire, mais aussi on veut s'assurer que la formation choisie par le collaborateur ou même choisie avec le manager est bien la bonne formation, et bien la formation qui correspond à la montée en compétences. Donc, on parle pendant ces arbitrages-là beaucoup de compétences, de quel est le besoin final, qu'est-ce que le collaborateur doit pouvoir faire à la fin de cette formation pour être sûr qu'on a la bonne formation et sinon le requalifier. Ça a 2 avantages. Déjà, comme ça, on s'assure du bon besoin et s'il faut, on ira valider avec le collaborateur. Donc déjà, le collaborateur, il voit qu'il y a un réel intérêt de la part de la formation et de son manager.
Et en plus, ça permet d'embarquer le manager. Ça sera plus simple parce que des fois, quand on inscrit un collaborateur, des fois, le manager peut nous dire, bah là, il n'y a pas le temps, là, il y a autre chose, il y a d'autres urgences au niveau du travail. Le fait que ça soit bien validé avec le manager en amont, puisqu'on valide aussi les modalités, hein, le temps de formation, comment ça va se passer, bah, ça va nous permettre aussi de l'engager. Et du coup, il va vraiment être partie prenante de la formation. Euh, Non, Est-ce que non, tu, si tu avais Karen veut terminé? compléter, peut-être. Euh, dans le sujet de l'engagement, il y a un sujet très important qui me semble vraiment prendre les managers comme les responsables RH et formation, prendre en compte, que ce soit pour une formation présentielle ou digitale d'ailleurs, cette fameuse courbe de l'oubli que nous connaissons tous, qui existe et qui a été identifiée par un grand philosophe et psychologue, et de sorte à ce que toujours stimuler l'engagement par quelque chose. Si je prends l'exemple de Sphinx, concrètement, ça va signifier qu'on va demander et proposer à nos apprenants des routines, des mises en place quotidiennes. On a un service qui s'appelle Daily Practice et c'est 10-15 minutes maximum par jour sur l'écran, sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le smartphone, dans les transports ou avant un bon film, où l'apprenant va pouvoir continuer ses exercices. Si on l'a pas vu sur la plateforme pendant un certain temps, automatiquement, il va y avoir des smart notifications une fois par semaine qui vont lui dire, pardon, hello Karen, hello Pierre, on t'a pas vu cette semaine, ne nous oublie pas, on pense à toi, blablabla. Le fait est, c'est que cette courbe de l'oubli, elle est partie inhérente d'une pédagogie de l'engagement utilisateur. Et par des QCM, et par de la gamification, et par des rappels smart et smooth, de sorte à ce que l'apprenant soit toujours stimulé. Sinon, on le sait tous, 48 heures, un mois, on oublie et donc on perd le développement des compétences qu'on a commencé à acquérir. Oui, il est fini le temps où on imaginait une formation pour développer des compétences, pas juste acquérir des savoirs. Et puis, tout est concentré sur 2 jours et puis après, on passe à autre chose. Alors, je dis il est fini le temps. Je sais qu'il y a encore plein d'actions de formation comme ça. Mais du coup, la valeur créée par cette formation, elle est moindre pour les raisons qu'explique Karen. Donc, l'un des intérêts du digital, même pour une formation qui se ferait en 100% présentiel, déjà, il faudrait qu'elle soit étalée dans le temps. Mais l'intérêt du digital, c'est de trouver d'autres moyens pour venir faire des rappels et inciter à la mise en pratique en situation de travail. Alors, notre fil rouge, je vous l'ai dit, enfin moi, mon fil rouge favori, c'est qu'est-ce qu'on demande au manager de faire. Et pour celles et ceux qui impliquent le manager, souvent vous l'impliquez avant et puis à la fin de la formation. Mais si vous avez des formations qui sont ne serait-ce qu'un petit peu étalées dans le temps, comme la majorité des formations aujourd'hui, le manager, il a un rôle important à jouer aussi au milieu du moment de la formation. Et il peut faire 2 choses. Si vous deviez lui donner une mini trame d'entretien sur les sujets dont il peut discuter avec le salarié qui suit une formation pour augmenter l'engagement de ce salarié en formation, pour moi, il y a 2 grandes catégories. Il y a le suivi de la progression dans la formation et le lien avec la situation de travail. Et les questions types qu'on peut demander au manager de poser à son collaborateur, pour le suivi de la progression de formation, c'est déjà, est-ce que tu peux m'expliquer où tu en es dans la formation? Quelles questions ça soulève par rapport à ce que tu fais dans ton quotidien de travail? Et où est-ce que tu en es dans les objectifs individuels qu'on a définis ensemble juste avant le démarrage de la formation? Si tu es en retard, pourquoi? Est-ce que je peux t'aider? Si tu es en avance, est-ce que c'est une formation qui est un peu trop facile? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des mises en pratique un peu plus avancées? Et c'est aussi le bon moment de donner de la reconnaissance. Il ne faut pas attendre la fin de la formation pour donner de la reconnaissance sur les premiers acquis, les compétences qui commencent à être développées, les objectifs qui progressent. Et la deuxième catégorie, c'est le lien avec la situation de travail. Et donc là, les questions qu'on peut préconiser aux managers pour qu'ils les posent à des collaborateurs qui suivent des formations, c'est qu'est-ce que tu as pu déjà mettre en pratique sur le terrain? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as appris? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer de te faire mettre en pratique directement dans ton quotidien réel de travail? Est-ce que tu as besoin d'aide pour l'organiser? Est-ce que tu as besoin d'un bac à sable, que je prévienne les collègues pour dire que ça, tu es en train de l'apprendre, donc c'est pas grave si tu fais des erreurs? Et plus globalement, c'est le bon moyen pour les managers de rappeler le droit à l'erreur. Parce que si un collaborateur, il a peur de mettre en pratique ce qu'il est en train d'apprendre, parce qu'il se dit, moi, j'ai pas encore fini la formation, je suis pas sûr d'être compétent et j'ai peur de faire des erreurs, là, on a un blocage dans l'apprentissage
qui a été démontré maintes fois, il faut rassurer sur le fait que c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend et on a droit de faire des erreurs, notamment quand on est en train d'apprendre quelque chose. Alors ça, c'est pour les entreprises dans lesquelles il y a déjà une culture du droit à l'erreur. Si vous n'avez pas cette culture, ce sera difficile pour un manager d'essayer de l'insuffler juste au sein de son équipe. C'est pas impossible, mais c'est pas le meilleur cadre. Et puis, moi, je voulais compléter, on parle de ratio entre théorie et pratique. Au début du webinaire, on vous a montré que dans l'enquête, vous attribuez 57% de place à la mise en pratique, qui est l'un des facteurs principaux d'engagement. Moi, je pense, donc c'est subjectif, mais ça fait 17 ans maintenant que je suis dans le monde de la formation. Je pense qu'il faudrait 3/4 de mise en pratique pour 1/4 de théorie dans des formations professionnelles. Donc 75% plutôt que 57%. Il y a même Karine Letellier dans le service formation de Harmonie Mutuelle. Elle, sa vision, c'est que ces formations doivent contenir 80% de mise en pratique et 20% de théorie. Ça, c'est un idéal, c'est pas toujours possible, mais peu importe les compétences, qu'elles soient techniques, humaines, linguistiques ou autres. Et attention à la place qu'on donne à la théorie. Parce que même s'il y a un peu moins de théorie, on se dit la formation va être plus engageante. Mais si on a tout mis dans la partie de la formation qui se fait à distance, parfois, ça peut créer du désengagement. Je vous explique. Le cliché de la manière de mettre en place du blended learning, c'est de se dire, bon, moi j'ai une formation avec de la théorie et de la pratique, je vais mettre toute la théorie à distance, et puis une fois qu'on est en présentiel, on va faire de la mise en pratique. Alors, je dis pas que c'est pas bien pensé d'un point de vue pédagogique en soi, mais selon les sujets, ça peut produire l'effet inverse de celui escompté. Parce que si la théorie, ce sont des sujets, imaginons, vous voulez former vos managers à de l'acculturation sur la finance, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux financiers de leur quotidien. Si vous mettez la théorie financière dans des modules de formation à distance et que les managers ne sont pas particulièrement intéressés par ce sujet, ils sont quelque part obligés de suivre la formation, qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est de la formation à distance, ils vont le faire très vite ou pas du tout. Et quand ils vont arriver dans la partie présentielle qui a été réduite pour faire juste de la mise en pratique, il leur manquera les fondamentaux. Donc, ils vont reposer les questions aux formateurs. Et donc, ils auront encore moins de temps au final pour mettre en pratique. Donc, moi, ma préconisation, pour éviter ça sur les sujets où la théorie serait un peu moins engageante, parce que ce ne sont pas des sujets qu'ont choisi les apprenants, c'est de faire mettre en pratique dès la partie distancielle. Même sur de la prise de parole en public, on peut faire de la mise en pratique à distance pour que la partie distancielle soit engageante. Et comme ça, quand on arrive en présentiel, si vous avez découpé les modalités pédagogiques, les personnes, elles ont commencé à mettre en pratique, donc elles ont testé leur rapport à la compétence. Et dans 98% des cas, parce que c'est multifactoriel l'engagement, mais normalement, les collaborateurs, ils sont plus engagés dans leur parcours de formation. Est-ce que sur ces sujets, vous avez d'autres compléments ou anecdotes ou illustrations, Jérôme et Karen, ou est-ce qu'on passe à la troisième partie? Non, j'adhère complètement parce que dans les langues, on met la pratique, c'est assez rapide, hein. C'est-à-dire que vous prenez des cours, des classes virtuelles en groupe ou individuelles parce que vous en avez besoin et concrètement, la réunion qui suit, vous êtes peut-être confronté à devoir pratiquer. Donc, j'entends et ça fait totalement écho. Très bien. Alors, on va passer à la troisième partie. Donc, comment est-ce qu'on engage en formation? C'est notre sujet du jour. Et comment, notamment en discutant avec Jérôme, comment on fait pour avoir des éléments qui permettent d'engager plus durablement au-delà de la simple action de formation, mais dans son développement dans l'entreprise. Et on va commencer avec la partie sur la validation des acquis. Pour toi, Jérôme, la validation des acquis, c'est aussi un des points où tu vas aller chercher de la donnée pour engager plus durablement tes salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision et comment tu fonctionnes? Oui. Alors pour moi, en effet, il y a la validation des acquis, alors qui peut être à différents niveaux, hein. Peut y avoir la validation des acquis pendant la formation et également plus tard avec les évaluations, notamment les évaluations à froid. Ce qui est important pour nous et ce qu'on essaye de faire vraiment, alors plutôt dans les programmes qu'on déploie nous-mêmes, en tout cas sur mesure avec des prestataires, c'est cette validation des acquis n'est pas pour donner un niveau forcément aux collaborateurs, c'est aussi pour comprendre et permettre d'identifier ce dont a besoin le collaborateur en plus dans le développement personnel. Je donne un exemple très concret. Quand on fait une formation, l'année dernière, on a fait une formation sur la culture de la contrepartie pour nos commerciaux. On a vraiment fait un tour de table, on a fait un Rex à la fin de chaque formation pour essayer de comprendre en disant
voilà ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as compris ou pas. Et on le faisait aussi avec le formateur pour avoir son ressenti par rapport au groupe. Et en plus, une des questions qu'on posait, c'est bah, de quoi tu aurais besoin en plus pour bien faire ton travail, pour aller encore plus loin sur cette notion de culture de la contrepartie. Et en fait, les collaborateurs apprécient cette question parce qu'ils se rendent compte que en fait, on s'intéresse vraiment à leur parcours et que ça va bien au-delà de la formation, parce que souvent, quand on fait une formation, c'est plutôt un enchaînement de formations qui fait vraiment toute l'expérience. Donc, c'est vrai que la validation des acquis, alors déjà s'assurer que la formation a vraiment servi est important, mais va bien au-delà. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et on revient aussi à l'engagement du manager. C'est important que le manager puisse, et là je rejoins aussi Karen, puisse continuer à l'interroger, à le challenger sur des actions qu'il aurait pu voir en formation. Par exemple, prise de parole en public, bah, le manager doit s'assurer que le collaborateur réalise bien des prises de parole en public et puisse lui faire aussi des feedbacks en disant: «Ah bah là, je vois que tu as été vraiment amélioré là-dessus». Donc vraiment, il y a une validation des acquis qui se fait, bah, sur le terrain, en situation professionnelle et aussi par le formateur. Nous, on s'appuie beaucoup sur nos formateurs quand on fait des formations, en intra, pour qu'ils nous donnent aussi leur ressenti, pour qu'ils puissent, comme ils sont une journée, 2 jours avec nos collaborateurs, qu'ils puissent aussi nous dire: «Ah bah là, je sens que le groupe a vraiment bien adhéré, là, ils ont un peu moins adhéré. Il y a eu des questions là-dessus. On sent qu'il y a des sujets qu'il faudrait creuser un peu plus loin, avec des compléments et autres». Donc vraiment, il y a ce besoin en validation des acquis. Et il y a aussi pour moi l'engagement personnel de l'apprenant. Hem, pour nous, un collaborateur doit être acteur de sa formation et de son développement de compétences. Donc on lui demande dans certaines formations, on ne le fait pas dans tous parce que ça prend aussi du temps, mais aussi de faire des engagements. Si je reprends notre exemple de prise de fonction managériale, pendant le parcours de formation, le formateur va demander à chaque apprenant de créer son propre plan d'action à mettre en place entre les différents moments de la formation. Alors il le fait au début, comme ça le formateur peut suivre tout au long, parce qu'aujourd'hui on a 4 ateliers de mise en pratique. Donc comme il le fait au début, bah, le formateur peut y revenir entre chaque atelier pour s'assurer que le plan d'action avance. Et ça permet aussi aux collaborateurs, bah, de se challenger, de se donner en fait des étapes. Donc en effet, c'est vraiment important. Si je prends un deuxième exemple, et là c'est plutôt avec Spix, c'est que le collaborateur peut aussi vraiment se mettre des notions. Parce que quand on a une plateforme comme Spix qui est vraiment bien, mais qui est, on va dire, autonome, donc le collaborateur se rend sur la plateforme pour faire des cours, il est important aussi, bah, qu'il se donne des engagements. Nous, ce qu'on recommande à nos collaborateurs, c'est de se dire: «Bah, allez-y 2, 3 fois par semaine faire des petites activités». David présentera la plateforme tout à l'heure, mais il y a différentes modalités. Mais voilà, de se dire: faites une petite daily practice qui dure 5 minutes, faites un cours avec un professeur 1 fois par semaine. Voilà, qui se donne en fait des actions pour que ça puisse ancrer dans le temps. J'ai 2 compléments sur les notions que tu développes, Jérôme, avec des exemples. 1er exemple sur l'engagement personnel qu'on demande aux apprenants. Ça, évidemment que c'est très fort en termes d'impact sur l'engagement. Et pour valoriser ça au passage, nous, quand on fait des formations managériales, on a la meilleure pratique que j'ai vue, c'est une entreprise qui a dit: bah, pour montrer à quel point c'est important de former notre ligne managériale, les managers, ils devront s'engager à la fin de la formation à présenter un plan d'action devant le CODIR pour montrer ce qu'ils ont appris dans le cadre de la formation et quelles sont les actions qui vont en découler et les sujets sur lesquels sur les sujets sur lesquels ils pensent qu'ils doivent encore progresser parce que ils ont vu que c'était des défis managériaux assez importants et on assume qu'on ne devienne pas manager du jour au lendemain. De demander à des personnes de s'engager à faire ça
et d'avoir ensuite une présentation en codir, même si c'est une présentation courte, ça fait le lien entre je m'engage personnellement et on reconnaît vraiment l'utilité de ma formation, parce que le comité de direction ou le COMEX va prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire sur mon plan d'action et me fera des retours à chaud. Donc ça marche pas pour tous les projets de formation, encore une fois, mais j'aime bien les exemples les plus extrêmes parce que ça montre jusqu'où on peut aller. Et en parlant d'exemples extrêmes, on a aussi 2 entreprises dans les témoignages qu'on vous a mis à disposition, dont l'entreprise de Jonathan qui suit ce webinaire, parce que je le vois aussi dans le chat, qui, eux, sont allés jusqu'à dire, nous, on va proposer aux collaborateurs un budget de formation et c'est eux-mêmes qui vont choisir leurs actions de formation et se les financer, alors que ce soit une conférence, juste l'achat d'un livre s'ils veulent juste acquérir un savoir, ou carrément une action de formation en distanciel, en présentiel, peu importe, pour les responsabiliser totalement. Ça marche pas avec toutes les cultures d'entreprise, mais là aussi pour montrer à quel point on peut rendre les personnes autonomes dans le rapport à la formation, je trouve que ce sont des exemples inspirants. Avec Climate, ils font pareil. Donc eux, ils sont allés jusqu'à, comme la société AG6, à dire vous avez tant de budget par an, vous choisissez les formations que vous suivez. Et évidemment que dans ces conditions, les personnes sont particulièrement engagées. Et dernier complément, mais je l'ai oublié, je regarde mes notes. Non, c'est pas grave, c'est qu'il devait être moins important. Karen, est-ce que tu as un commentaire là-dessus avant qu'on passe à la 4e partie? Non, oui, pardon, très rapidement. En fait, je pense que le sujet de l'engagement, il est vraiment tripartite. C'est à la fois l'entreprise, le prestataire, c'est à la fois le RH, le manager et le collaborateur qui est mis en formation. Dans le cadre des langues, sur le sujet de la validation des acquis, c'est assez clair, c'est mathématique, il y a une certification. On passe un niveau, on a une certification. C'est factuel. Pour autant, et ça c'est plutôt dans la durée et sur des feedbacks, des commentaires que nous recevons, on voit effectivement des gens qui ont plus de confiance pour prendre la parole en public, échanger avec leurs pairs, échanger avec des fournisseurs, alors quelles que soient les langues qui sont enseignées évidemment, et puis voire même, et ça c'est aussi intéressant, qui ont une mobilité interne accélérée parce que tout d'un coup ils sont passés d'un niveau intermédiaire à un niveau élevé, tout d'un coup, en quelques mois quand même, et ils vont même pouvoir prétendre et oser le faire. On parle de gain de confiance aussi sur des programmes talents, des programmes managers et ainsi de suite. Et donc, je pense que tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, l'engagement, il est tripartite. Et c'est le témoignage des uns et des autres aussi, qui sont les pairs dans l'utilisation de l'information, qui peuvent permettre de créer aussi un moteur. Il y a énormément de leviers sur l'engagement, mais nous, factuellement, on s'en rend compte très rapidement dans le quotidien, en fait. Et c'est d'autant mieux de le dire que en tant que prestataire de formation, moi je trouve ça vraiment bien qu'on se positionne pour dire on peut pas tout solutionner. Nous, on peut faire une partie, on amène une partie, mais si les RH et les managers s'impliquent pas, ou alors il faut se méfier de celles et ceux qui auraient des promesses de vous inquiétez pas, on prend en main vos collaborateurs de A à Z. Non, il y a le lien avec la situation de travail, avec les enjeux RH, les enjeux managériaux, donc c'est un juste équilibre qu'il faut trouver et c'est normal. On va passer à la partie suivante qui est qu'est-ce qu'on fait une fois que on a déjà un peu abordé ce sujet, mais vraiment après la formation. Alors après la formation, la première étape, c'est l'ancrage. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jérôme, comment ça se passe dans ton entreprise? En effet, on essaye. Alors, encore une fois, et comme tu le disais, Pierre, on peut pas être sur toutes les formations. Et donc, on fait certains choix. On le fait pas pour tous nos programmes, mais on essaye d'ancrer réellement les acquis. Pour nous, une formation n'est pas finie à la fin du stage. Il faut vraiment l'ancrer. Et comme le disait Karen, c'est important, la répétition, le mettre en place au quotidien. Nous, on essaye pour certains programmes, et on le fait aussi avec certains prestataires, après la formation, d'envoyer des mails aux apprenants pour leur rappeler certains aspects de la formation, certaines notions de la formation qu'ils ont vues et leur donner des petites mises en action. On a pu le faire notamment pour une formation où on leur demande, par exemple, la première semaine de mettre en place un entretien. C'était vraiment sur de la prise de parole. Donc, on pouvait dire, voilà, là, tu vas préparer l'entretien.
Puis après, deuxième action, après de l'avoir préparé, tu vas le faire, et etc., pour vraiment ancrer. Moi, à titre personnel, et dans le cadre d'une formation qu'on a déployée, j'ai pu le faire aussi pour du sketchnoting, où toutes les semaines, j'avais un peu un exercice de rappel de tu dois faire ci, tu dois faire ça. Après, on le fait, on ne le fait pas, mais ça permet vraiment d'ancrer et d'avoir l'habitude. Et on le fait également pour tout ce qui va être, par exemple, la conception de pitch. On essaye aussi de le faire avec, en formation, on prépare des pitchs qui vont servir tout de suite après. Donc on ne demande pas de prendre, un cas, fictif, on demande vraiment aux collaborateurs de venir avec une présentation qu'ils ont déjà, qu'ils vont devoir faire dans le temps, pour pouvoir la travailler en formation et après pouvoir échanger aussi avec les autres personnes de la formation et réaliser, leur pitch 3 semaines, 4 semaines après la formation. Donc vraiment pour ancrer et que ça soit très factuel. Donc voilà pour, vraiment ce côté ancrer, les acquis. Je ne sais pas si Karen, tu as quelque chose à rajouter ou Pierre même? Non, je crois que là, effectivement, j'ai pas voilà, la certification, en tous les cas, dans le cadre des langues, sachant que sur une année de pratique, un apprenant peut passer plusieurs niveaux. S'il est assidu, s'il est engagé, c'est notre sujet, par tous les moyens qu'on diffuse, il peut passer plusieurs niveaux. Et donc, l'observation des acquis dans la durée, c'est cette mise en confiance, c'est cette capacité à aller vers les uns, vers les autres, à communiquer avec aisance euh, au quotidien, dans le cadre de son travail. Ou pas d'ailleurs. Les langues, c'est aussi pour le bénéfice personnel. En plus, ce qui peut jouer sur l'engagement d'ailleurs. Oui. Sur ce qu'on peut faire après la formation, à supposer que vous ayez un dispositif d'évaluation intégré dans la plupart ou dans toutes vos formations, c'est une mine d'or. Une mine d'or pour le prestataire, pour le manager et pour le RH. C'est-à-dire que si vous avez une évaluation qui est une vraie évaluation des acquis, pas un questionnaire de satisfaction sur est-ce que je suis satisfait du formateur, de ce que j'ai appris, mais vraiment je me positionne sur tel et tel type de comportement et même sur la base d'un auto-positionnement et je le compare à ce qu'il y avait au début, on peut voir quels sont encore les axes de progression ou on peut en déduire les actions concrètes qu'on va demander aux salariés de mener dans leur situation réelle de travail, comme tu l'expliquais, Jérôme. Et pour faire ça, alors nous, chez Youno, on fait ça via des challenges, parce que l'enjeu, tu disais, Jérôme, dans ta propre expérience sur les sketch notes, c'est on nous demande de le faire, après on le fait ou on le fait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on le fait et qu'on est engagé après? C'est si on nous propose des actions qui sont faciles à intégrer dans le quotidien de travail. Donc nous, on part sur des challenges parce qu'il faut que ça soit un peu gamifié et que ce soit court. Sinon, on sait très bien que les personnes ne le feront pas. Déjà, en faisant ça, on n'a évidemment pas 100% des apprenants qui le font. Et un autre levier d'engagement pour être sûr que ces personnes elles mènent bien ces actions après les formations, c'est de les individualiser au maximum. Donc là, il y a deux manières de faire. Première manière, le manager, de faire un point une fois que la formation est terminée et sur la base de l'évaluation, de demander au manager de suggérer des actions très concrètes et très personnalisées aux collaborateurs à faire en situation de travail pour continuer de se perfectionner sur telle ou telle compétence. Et une autre manière de faire, c'est aussi parfois de passer par d'autres outils. Moi, l'un des outils que je trouve les plus pertinents là-dessus, c'est Learning Boost, qui fait partie de Learn Assembly, où ils ont un outil dédié où on compare l'autopositionnement de comportement avant et après la formation, et ça suggère des actions très précises que le collaborateur devrait faire. Évidemment, il n'y a que les RH et les managers qui vont savoir dans le contexte de travail et la culture d'entreprise ce qui est le plus pertinent. Donc, il faut toujours que ce soit complémentaire. L'un ne remplace pas l'autre, mais ça vous donne quelques éléments de comment on peut faire ça. Sur l'évaluation à froid, on a aussi de la matière pour susciter l'engagement. Jérôme, comment ça se passe l'évaluation à froid chez Française des Jeux sur certaines de vos actions de formation? Alors, c'est un sujet qu'on est en train de mettre en place, hein. On le fait, on vient d'acquérir un outil, donc ça va nous permettre cette année de bien le mettre en place, mais sinon on le faisait via des questionnaires. Nous, ce qui est important pour l'évaluation à froid, et on le faisait notamment pour nos gros déploiements, on ne le faisait pas pour toutes les formations, c'était 3 mois après la formation, demander aux collaborateurs en fait ce
qu'il a mis en place. Est-ce que déjà il a mis en place sa formation et par rapport à ce qu'il a mis en place, quelles étaient les parties vraiment qu'il a mis en place? Ça va avec la courbe de l'oubli qu'expliquait Karen, c'est que voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'était, on ne voulait pas qu'ils nous disent oui, oui, j'ai tout mis en place, et de se dire, par rapport à ce que j'ai appris, il y a vraiment que telle et telle partie qui était intéressante, ou en tout cas que j'ai gardée dans mon quotidien. Et on a également fait le travail avec les managers. On a demandé aussi au manager s'il avait vu une évolution du collaborateur par rapport à la thématique de la formation. Est-ce qu'au quotidien, il a vu qu'il y avait eu une évolution? On s'est heurté, pour être tout à fait honnête, aussi des managers qui me disent oui, mais quand il met en place telle compétence, je ne suis pas forcément avec lui. Donc, c'est difficile pour moi de l'évaluer. Donc, en fait, on a fait aussi beaucoup par rapport à des discussions, moins des questionnaires, mais plus est-ce que tu as senti quelque chose? L'idée, c'est pas tant d'avoir une évaluation qu'on tamponne et qu'on se dise c'est bon, il a acquis ou pas, mais c'est vraiment quand même du ressenti et de l'auto-évaluation pour le collaborateur, comme tu disais, Pierre. Ça nous a quand même permis de nous rendre compte qu'il y avait un vrai bilan. Ça permet aux collaborateurs de se poser et de se dire ah oui, donc ça fait 3 mois, qu'est-ce que j'ai vraiment mis en place? Et ça permet, comme je disais aussi tout à l'heure, aux collaborateurs de nous suggérer, après 3 mois, aussi des compétences nouvelles qu'il aimerait développer suite à cette formation-là. De se dire, j'aimerais bien, si on fait de la prise de parole en public, par exemple, on a eu des collaborateurs qui nous disaient, là maintenant, j'aimerais bien aller un cran plus loin et travailler le pitch pour avoir encore plus d'impact. Donc voilà, ça nous permet vraiment, cette évaluation à froid, de pouvoir faire un bilan. Après, ça reste de l'auto-évaluation, ça reste compliqué à se dire est-ce que c'est vraiment mis en place ou pas, mais en tout cas, ça permet de faire le bilan. Ok, super intéressant comme illustration. Pour terminer cette partie, avant qu'on passe à la 5e partie et aux questions, Karen, est-ce que toi, tu as des exemples de cas d'entreprise où une action globale de formation dans la durée où tu as pu observer les effets que décrit Jérôme? Alors oui, alors tu as parlé de challenge. C'est vrai que concernant l'engagement, on a développé beaucoup d'outils de notification, de micro-learning, de macro-learning et plusieurs possibilités d'apprentissage des langues. Et puis de temps en temps, il faut mettre un petit coup d'accélérateur et on a une grande entreprise dans le secteur de l'automobile qui compte des milliers de salariés en France et à l'international. Et au bout d'1 an et demi, contractuellement, avec les études que l'on fait grâce à notre outil de Speaks Manager qui permet d'avoir des retours de la data sur qui suit, quoi, quand, comment ou presque. C'est assez poussé en termes de data. Tout ça est très RGPD, bien évidemment. Le fait est, c'est qu'il fallait rebooster un petit peu. Et il y a un challenge qui a été organisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur un temps très court. On a donné 2 mois et demi à l'ensemble des collaborateurs qui étaient inscrits sur une plateforme entreprise, comme c'est le cas avec Jérôme et la Française des Jeux, pour suivre un nombre de cours individuels et un nombre de cours en ligne, on va dire à leur gré, et de gagner à la fin. Donc 2 mois et demi pour vous mettre un petit peu le pied à l'étrier un peu plus. Et en 2 mois et demi, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a eu plus de 107 collaborateurs. Alors, c'est rien à l'échelle du groupe. Les 107 collaborateurs en 2 mois et demi qui deviennent des champions et donc des sponsors internes et qui ont obtenu finalement 6 heures de classe individuelle avec un formateur dédié en plus de ce qu'ils avaient déjà. Moi, je trouve que c'est un très bel exemple sur un temps très court. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il faut faire des challenges sur un temps très court, temps très long? J'ai pas la réponse. Et ça, c'est très factuel dans un secteur ou une entreprise avec énormément de collaborateurs. Oui, là, vous avez eu du coup un impact direct sur l'engagement. Exactement. Alors, on va faire, pour avoir un peu de temps pour les questions-réponses avant la démo, on a pris un peu plus de temps que prévu, donc on va faire un peu plus court sur la partie qu'on a déjà abordée au final, les spécificités du digital learning. Jérôme, qu'est-ce que tu fais pour les formations qui sont 100% à distance, de différents des autres types de formations? Oui, alors en effet, et pour faire un peu plus court, concrètement, et là je vais prendre l'exemple du coup que pour Spix. Donc nous, on a mis en place Spix et Karen va revenir dessus depuis le mois de janvier. C'est une plateforme qui est en ligne, qu'on a décidé d'ouvrir à l'ensemble des collaborateurs pour accompagner l'internationalisation du groupe.
Et donc, du coup, là, on s'est dit, comment on fait? Donc là, le point majeur, quand on a une plateforme qui est surtout en libre accès à nos collaborateurs, on s'est rendu compte que c'était la communication. 50% de la réussite, on va dire, entre guillemets, de la plateforme, ça va être la mise en place de la communication. Donc pour cela, on a fait différentes communications. Bien sûr, on a eu toute la partie communication lors du lancement. Et puis même en amont, comme on changeait de plateforme, on avait une autre plateforme linguistique avant, en amont de nos ambassadeurs, on leur avait fait aussi des mails personnels pour vraiment les engager. Donc là, c'est vraiment de leur dire, on sait que vous utilisez beaucoup la plateforme, voilà, on vous présente en avant-première la nouvelle plateforme, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dessus. Donc on a fait une communication de lancement, articles, webinars, des écrans dans nos locaux. On fait aussi régulièrement des articles sur les apports, par exemple, de la formation linguistique, donc vraiment en anglais. Qu'est-ce qui est pertinent de faire? Donc vraiment le faire au fur et à mesure et pas de se prendre 1 heure d'anglais par mois, par exemple. Donc vraiment, on leur donne des petits tips. Et je rejoins Karen sur les challenges. En effet, nous, on est en train de faire également un challenge sur Speaks pour engager les collaborateurs dans la durée. L'idée, c'est qu'on a fait le même principe, on a fait sur 6 semaines le challenge. L'idée, c'est qu'ils arrivent à ancrer une habitude. Donc voilà, on ne voulait pas trop long parce qu'après ça s'essouffle, pas trop court qu'ils aient le temps de le faire, mais voilà. Donc c'est vraiment pour moi, le digital learning, il y a beaucoup de communication. Après, bien sûr, il y a l'intérêt des formations derrière, mais ça va être aussi beaucoup de communication, d'attirer en fait, beaucoup de marketing pour attirer les collaborateurs et les retenir. Karen, je te laisse compléter. Moi, je crois que voilà, je suis totalement en phase et on a déjà parlé de pour moi, l'engagement, il est tripartite. Chez nous, on est vraiment focus sur le planning, project management, accompagnement dédié, outils de communication, on va dire on demand ou sur mesure afin d'aller le plus loin possible. On agit comme une agence ou une équipe marketing pour notre client et on s'adapte aux canaux de distribution. On parle beaucoup de communication, hein, je m'en rends compte, mais c'est aussi un des leviers importants pour l'engagement. Il y a des réussites, des challenges qui font écho aussi. Et du coup, dès lors qu'on est prestataire pour intervenir, il faut intervenir aussi dans la partie communication. On ne peut pas se dire c'est le service formation de l'entreprise qui va tout faire. Il faut qu'on s'implique, là dans les exemples que donnait Jérôme avec toi Karen, hein, même dans des webinaires ou autres, pour expliquer l'importance de comment fonctionne la nouvelle plateforme, comment fonctionne notre pédagogie, les outils, les fonctionnalités. Ça, on ne peut pas demander au service RH de tout faire. Je pense qu'on a notre part à jouer si on veut jouer sur l'engagement. Et double challenge avec la Française des Jeux, hein. Conduite du changement, parce que déjà avec un partenaire de longue date et nouveau prestataire. Donc voilà, ça nous a amené à beaucoup travailler, beaucoup collaborer avec les équipes formation de Jérôme. Complètement. Alors, on va passer aux questions. Il y a pas mal de questions, donc j'ai vu que vous avez commencé à voter, donc on va prendre dans l'ordre celles qui vous intéressent le plus. Il y a Émilie qui demandait comment permettre aux managers d'assurer cet accompagnement alors qu'ils n'ont pas le temps de faire leurs tâches quotidiennes. Alors, moi, c'est déjà pour ça que je vous ai donné des exemples de temps très courts. S'ils ont vraiment pas 5 minutes juste pour poser des questions sur qu'est-ce que tu attends de la formation que tu vas suivre, quels sont tes objectifs individuels, déjà, en 5 minutes, on peut faire pas mal de choses. Idéalement, il en faudra un peu plus. Mais s'ils n'ont pas 5 minutes pour ça, le problème, c'est pas qu'ils ont, de mon point de vue, pas le temps. C'est qu'ils ne priorisent pas l'un des sujets qui est le plus important dans leur responsabilité, à savoir le développement de leurs équipes. S'ils n'ont pas le temps de tout faire, pour moi, ça devrait faire partie des choses prioritaires et peut-être qu'ils n'auraient pas le temps de faire d'autres tâches qui seraient moins importantes. Et après, ça dépend de la culture d'entreprise. Est-ce que vous valorisez à quel point c'est une vraie responsabilité du manager de recruter et développer ses équipes? Si dans ce cadre-là, ils disent j'ai pas le temps, là pour moi il y a un problème avec le manager plus avec le fait qu'en soi les managers objectivement effectivement n'ont pas beaucoup de temps aujourd'hui. Si vous avez des compléments, Karen ou Jérôme? J'ai juste un tout petit mot. Oui, les managers et tout collaborateur, on a des charges de travail exceptionnelles dans ce siècle-là, avec une charge mentale très forte. Mais on a toujours le temps pour un café, pour une visio, pour parler et rester dans l'humain,
pour cet échange que tu évoques, Pierre, et qui est la prise de conscience que le manager doit accompagner et vraiment donner du sens à la formation pour la désacraliser, pardon aussi. C'est je te parle, tu vas suivre une formation, elle est mandatory ou pas, mais en fait, je m'intéresse à toi et à ce que tu vas devenir dans l'entreprise. Donc, 5 minutes de café en visio, voilà, 3 petits points. Normalement, ça en Ça a. passe. Alors, il y a Audrey qui demandait les modes de communication à utiliser pour marketer la formation. Je pense que Jérôme, tu les as tous cités, hein, des mails individuels, des mails collectifs, des webinaires, des affichages. Donc, vous avez des télés dans vos locaux où vous affichez tel type de formation. Donc, je pense qu'on les a pas mal balayés. Et puis, on va prendre une dernière question avant de laisser la parole à David pour la démo. Il y a Camille qui demande comment est-ce qu'on réussit à engager les nouveaux collaborateurs sur les formations de base qui sont obligatoires lors des premières semaines. Est-ce que, Jérôme, vous êtes concerné déjà par ces sujets? Et si oui, est-ce que tu as une vision, un avis? Alors oui, on est concerné. C'est un des sujets, on va dire, le plus compliqué. Parce qu'en effet, il faut qu'on arrive à engager des nouveaux collaborateurs sur des sujets qui sont obligatoires pour nous, mais pas forcément pour eux. Nous, déjà, on leur a laissé un temps plus large. Nous, notre parcours d'intégration en termes de formation, on l'a mis sur 6 mois pour pas que ça soit trop lourd dès le début, en priorisant en effet les sujets, hein, parce qu'on a des sujets, je pense, comme tout le monde, enfin, nous, on a de l'anticorruption, de la cybersécurité, voilà. On a tous RGPD, donc on a vraiment calé sur un temps un peu plus long. Pour les engager, on leur envoie un mail pour leur présenter tout le parcours. Avec le temps, on a essayé quand même de digitaliser, on a essayé de rendre attractifs les formations en mettant aussi des petits challenges. Et aussi, ce qu'on fait, c'est que là, on est en relation et on essaye d'être en relation pour relancer, parce que tout le monde ne fait pas tout, avec le RH terrain et le manager. Parce qu'on sait que dans les premières semaines, le manager et le RH terrain sont très présents pour les nouveaux collaborateurs. Donc, on compte beaucoup sur eux aussi pour relancer, pour vraiment accompagner. Et on essaye de faire, bon, ça prend du temps, mais des relances individuelles en se disant à chaque collaborateur, bah, par rapport à ton parcours, il te reste ça à faire, tu as ça que tu n'as pas fait. Donc, voilà, ça permet d'engager. Après, ça reste compliqué quand même. Ok, très concret. Merci beaucoup, Jérôme. Karine, tu as un complément de réponse ou on passe à la démo? On passe à la démo avec plaisir. Ok, donc là, on va avoir un quart d'heure. Rebonjour David, Bonjour. avec une démo de quelques minutes et puis à nouveau une session de questions-réponses. Donc, David, je te laisse partager ton écran. Je vais enlever les slides pour qu'on ait un tout petit peu de place. Et pendant que tu partages ton écran, je vais Merci vérifier. beaucoup. Donc, on va voir à travers la plateforme Speak comment on peut vraiment améliorer l'engagement aussi des utilisateurs via la diversité des activités qui sont présentes sur la plateforme. En fait, la philosophie, mais aussi la pédagogie de Speak, c'est vraiment d'allier le micro-learning, donc c'est-à-dire cette routine quotidienne d'apprentissage où on va pousser le collaborateur à revenir sur la plateforme pour consolider, donc éviter la courbe de l'oubli que Karen a mentionné auparavant, et aussi de le mélanger dans une synergie avec des activités synchrones, c'est-à-dire avec des activités avec un coach, que ça soit dans une session de groupe ou dans une session individuelle pour un suivi vraiment plus précis. Alors, comment s'articule cette plateforme? Comme vous pouvez voir ici, vous avez 3 onglets, donc l'accueil, donc qui va être vraiment dédié sur les activités de micro-learning, qui se décompose comme cela. Donc, vous avez déjà le progrès, les activités qui sont présentes pour toujours essayer de pousser et de montrer qu'est-ce qu'il y a de disponible sur la plateforme et avoir une pratique quotidienne. Alors, ce qu'il faut savoir avec la plateforme Speak, c'est qu'avant de rentrer sur la plateforme, on va demander aux collaborateurs de passer déjà un premier questionnaire. Donc, où on va récolter leur centre d'intérêt, vers quel type d'activité ils sont intéressés. Comme ça, nous, on va pouvoir aussi orienter notre proposition de contenu qui est susceptible de les intéresser. Donc, c'est aussi dans cette personnalisation de la plateforme qu'on va vraiment donner des possibilités à l'apprenant de rester et de vraiment de titiller des choses qui lui intéressent. Donc, via cette pratique quotidienne, on va via des exercices différents, donc que ça soit à peu près 60 mécaniques d'exercices différents qui couvrent du vocabulaire, de la grammaire, la conjugaison. On va vraiment balayer toutes les possibilités qu'on peut faire sur la langue et vraiment essayer de consolider cette routine quotidienne.
On a aussi ici, et c'est aussi pour ça que c'est aussi très intéressant d'avoir aussi ce questionnaire par rapport au centre d'intérêt des personnes, c'est des articles et des vidéos, que ça soit du New York Times, Harvard Business Review, Euronews. On va mettre en avant des articles, qui sont susceptibles d'intéresser les personnes par rapport aux réponses qu'ils ont données dans le questionnaire des centres d'intérêt. Donc on va mettre en avant, par exemple, un article, par exemple ici du New York Times, avec la possibilité d'avoir des mots qui ont été mis en avant par notre équipe pédagogique pour aller un peu plus loin dans la compréhension, et avec toujours aussi cette possibilité d'interagir avec la communauté Spix qui est à travers le monde et à travers différentes industries. Donc c'est aussi se confronter avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu. Donc ça, c'est pour la partie article, mais aussi on a la partie vidéo, donc de la compréhension orale, donc toujours des vidéos avec la possibilité d'écouter, de réécouter, d'aller encore plus loin avec le QCM qui est présent juste en dessous, donc qui va vraiment donner à la personne la possibilité de travailler de manière autonome sa compréhension orale. Donc on va revenir juste ici. Et vraiment, Spix aussi est orienté business. Donc on est vraiment dans un objectif d'orienter les personnes vers des champs lexicaux qui vont être vraiment utiles à leur travail quotidien. Donc que ça soit par exemple ici dans ce menu déroulant, donc des exercices sur la présentation, les meetings, les négociations. On va vraiment donner un contexte et pour avoir la possibilité à l'apprenant d'être plus à l'aise dans un contexte professionnel. Donc c'est aussi ça qui est important. Bien sûr, on a les piliers de la langue qui sont présents, donc que ça soit du vocabulaire, que l'apprenant peut aussi créer son propre dictionnaire de mots qu'il a besoin au quotidien pour pouvoir exceller dans la langue qu'il est en train d'apprendre, d'avoir de la grammaire et de la prononciation. Donc tout ça, c'est des exercices qui sont mis à disposition et qui vont être utiles aussi lors de la partie synchrone avec le coach, d'être renvoyé directement à l'apprenant par le coach sur ces exercices-là pour qu'ils puissent travailler sur leurs points où ils ont un petit peu de difficulté pour pouvoir voilà, consolider et renforcer leurs connaissances. Donc ça, c'est sur la partie micro-learning. Alors ça, c'est vraiment la théorie, mais ce qui est vraiment le nerf de la guerre ici, surtout dans la langue, c'est vraiment la mise en pratique. Donc avec Spix, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez la possibilité de réserver des sessions de groupe. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça s'articule. Donc, vous avez ici un, un- un calendrier avec toutes les heures disponibles. Donc, on va regarder par jour quels sont les différentes cours que les personnes peuvent avoir. Et qu'est-ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous êtes dans un cours avec un coach entre 4 et 8 personnes qui viennent du monde, qui viennent d'autres entreprises, qui ont des accents différents. Donc, ça vous permet de vous confronter à des différentes cultures et à des différentes façons de penser aussi. Et chacun des cours de groupe a un thème. Donc, c'est vraiment aussi dans cet objectif de personnalisation du parcours d'apprentissage, c'est d'avoir vraiment la possibilité de choisir et de pouvoir parler des choses qui nous intéressent, puisque dans la langue, on sait très bien qu'il y a une grande partie, c'est la confiance en soi. Donc, si on arrive à parler, à se mettre en avant, à parler des choses qu'on aime, ça va être beaucoup plus facile pour tester des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouvelles phrases. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vont vous mettre à l'aise, puisque c'est des personnes qui vont être que du même niveau que vous. Donc, on est vraiment ici dans une répartition de la parole et du thème qui est proposé. Et c'est pour ça que c'est un critère très important sur l'engagement. Donc, c'est parce qu'on va être vraiment dans une méthode asymptotique de personnalisation pour pouvoir atteindre et atteindre les attentes de l'apprenant. Donc, on peut regarder un petit peu aussi la liste des différents thèmes qui sont proposés. Donc, ça peut être voilà, Managing Emotion ou Environmental Insurance. Ça va être aussi très ça va être aussi très dynamique parce qu'en fait, plus vous allez évoluer sur la plateforme et plus vous allez être meilleur dans votre langue, vous allez atteindre des nouveaux niveaux, plus les sujets qui sont proposés vont être plus pointus, plus de niche, pour aller encore plus loin dans des champs lexicaux qui n'ont pas été encore travaillés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif avec l'apprenant. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement de l'apprenant via l'évolution aussi de la plateforme et des contenus qui lui sont proposés. Donc ça, c'est pour les sessions de groupe. Bien sûr, on peut avoir des sessions individuelles. Donc là où vous allez être suivi par un coach qui va
qui va vous accompagner au fur et à mesure. Donc, on a toujours des slots disponibles avec des coachs qui viennent du monde entier, qui ont toujours un background business, qui ont toujours aussi cette expertise dans l'apprentissage de la langue. Et donc là, ça va être vraiment sur quelque chose qui va au-delà de la langue. Puisque quand on va prendre un suivi individuel, le coach va vous faire des retours sur comment se tenir à l'écran, quelle est prioriser quels arguments dans une langue, c'est pas forcément dans une autre langue, c'est différent. Donc on va vraiment être dans un suivi, personnalisé au-delà de la langue, ça va être presque du coaching, qui est aussi une valeur importante chez Spix et c'est pour ça qu'on va vraiment être dans l'accompagnement. Et pour voilà, toujours avoir aussi ce côté un petit peu, gamification et donner un petit peu aussi envie aux gens, voilà, d'avoir des objectifs, d'essayer d'atteindre des nouveaux paliers. On a toujours cette partie statistique où on a des badges, qu'on attribue à des personnes par rapport au temps qu'ils passent sur la plateforme. Donc, nous, ça va de explorateur à moins d'1 heure par mois, entre 1 à 3 heures par mois, champion en 3 à 10 heures et héros plus de 10 heures. Donc nous, on a toujours une recommandation entre 3 à 10 heures pour les champions, puisque c'est vraiment là où on va renforcer les connaissances. Mais aussi, on a aussi la possibilité dans les résultats de voir un petit peu quels sont nos objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre via cette formation. Donc toujours avoir un but et d'avoir aussi la possibilité d'avoir un certificat que vous pouvez télécharger et récupérer. Et ce qui est aussi un petit point que je voudrais rajouter, qui est vraiment très intéressant, c'est sur les sessions live que vous avez, que ce soit des sessions de groupe ou des sessions individuelles, vous avez toujours un compte rendu de votre professeur. Donc, par exemple, ici, on va prendre le compte rendu d'une session individuelle et la personne va toujours redonner un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la session, quels sont les vocabulaires qui ont été abordés, quel type d'amélioration l'étudiant peut avoir, etc., etc. Et pareil, pour les sessions de groupe, on a toujours un matériel didactique, hop, qui est proposé à la fin. Donc, par exemple, juste ici, on va mettre un peu plus grand. Voilà. Et là, on va avoir le vocabulaire qui a été abordé pendant la session, quelles sont aussi les expressions qui ont été abordées. Donc, on a toujours aussi un accompagnement après la session pour avoir un compte rendu qui va nous permettre de savoir comment on peut s'améliorer et comment on peut orienter notre formation. Donc, c'est vraiment dans ce suivi qui est dynamique, mais qui est aussi synergique avec le micro-learning, donc cette pratique quotidienne de faire rentrer l'apprentissage dans la routine, plus les sessions live qui vont renforcer, mettre en pratique, mettre un contexte et donner aussi de la confiance à la personne. Donc voilà, plus on a la confiance, plus on va être apte à tenter de nouvelles choses et de s'améliorer. Donc, c'était un petit tour du propriétaire de Spix. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Merci, Ben, David. merci. Plus qu'un petit tour, c'était une immersion. Merci pour la démo très complète. Donc là, il nous reste 2 ou 3 minutes. Si vous avez des questions spécifiquement pour David, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Sinon, où est-ce qu'on peut à quelle adresse on peut te joindre, David, pour ceux qui auraient des questions plus à chaud? Ouais, je vais l'écrire dans le chat, comme ça, les personnes peuvent Tu me peux inscrire contacter. mon adresse aussi, David. Et on est vraiment heureux d'avoir participé, Pierre. Je pense qu'il y a un auditoire qui était très intéressé. Et merci, Jérôme, pour ta confiance. Depuis l'année dernière, avec ce lancement exceptionnel en janvier, on est parti pour 3 belles années déjà ensemble. Merci à David qui fait un super travail à tes côtés. Merci à Pierre, évidemment, pour ton invitation. Et merci à ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci à vous et pour vos expertises. Merci beaucoup à toi, Jérôme, pour ton temps, parce que toi aussi, j'imagine que ton agenda doit être bien rempli, mais d'avoir pris le temps de partager comme ça à tes pairs tout ce que tu fais, ta vision, en toute humilité sur ce qui marche pas encore parfaitement. Je pense que c'est bien, plutôt que d'essayer de tout valoriser. Donc, ça fait partie des témoignages que j'adore. Merci pour ça, Jérôme. Je pense qu'on a répondu aux principales questions. J'avais oublié une question de Saad, parce que il y a plein de questions donc quand je fais défiler, mais je vois que Jérôme, tu as répondu dans le chat entre-temps. Puis si vous avez d'autres questions au-delà de ce webinaire, on sera ravis d'y répondre. Merci pour votre participation. Pour celles et ceux qui suivent le printemps de la formation, les 2 prochains événements en live, ils seront cet après-midi à 15h sur le rôle des RH, mais aussi des formateurs, toujours dans l'engagement. Et demain, on parlera de réglementation et financement de la formation. À très bientôt et bonne journée et bon appétit. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.